Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Star Trek Historia. Avant de commencer, je voulais vous faire passer un petit message assez simple. Comme vous le savez, le podcast Trek Historia est hébergé sur Ocha et vous pouvez l'écouter sur vos plateformes préférées. Néanmoins, vous êtes presque 900 abonnés sur la chaîne. Si la moitié d'entre vous suivait notre podcast sur Ocha, ça nous aiderait beaucoup. Pour ce, c'est très simple, il suffit juste de cliquer là-dessus. Alors, vous êtes aussi presque 900 à nous suivre sur la chaîne et il y a très peu d'entre vous qui regardent en fait les vidéos Star Trek Historia. Alors, pour plein de choses, je ne suis pas très régulier, je fais des efforts, mais surtout parce que vous ne recevez pas les notifications. Alors, ça fait très youtubeur à la mort moelle, mais effectivement, si vous ne cliquez pas sur la cloche, si vous ne mettez pas des likes, vous ne recevez pas les notifications. Donc voilà, je compte sur vous. Je ferai ce message de nombreuses fois pour vous casser les pieds et pour qu'on soit au moins 400 sur Ocha. Voilà, je vous remercie, à bientôt. L'USS Enterprise D. Dans une ère qui proposait le renouveau de la découverte et de l'exploration spatiale, l'Enterprise D fut une révolution au sein de Starfleet, comme le fut l'Enterprise, premier du nom. Bienvenue dans ce nouveau journal de bord. Avant de parler de l'USS Enterprise D, il nous faut parler de sa classe, à savoir la classe Galaxy. L'idée du classe Galaxy débuta sur le papier en 2343 et mit presque plus de 20 ans à être développée tant le projet était ambitieux. En effet, de nombreuses technologies seront développées sur ces 20 années via d'autres classes de vaisseaux comme le Orbit ou le Pegasus pour être améliorées et être installées sur les classes Galaxy. Il fallait que cette classe comporte le meilleur de Starfleet dans tous les domaines, aussi bien scientifiques, de survie ou encore en matière de défense. Pour faire simple, classe Galaxy devait être conçue pour durer 100 ans et tenir plus de 10 ans dans de longues missions d'exploration sans jamais avoir besoin d'être ravitaillé. Mieux, il devait pouvoir servir de starbase dans les secteurs les plus éloignés de la galaxie. Côté puissance, l'idée était de mettre en place un vaisseau tellement imposant et puissant qui dissuaderait quelconque ennemi de la Fédération d'avoir des idées belliqueuses. Néanmoins, la Fédération des Planètes Unies étant plutôt pacifiste, de nombreuses voix se firent entendre pour signaler que le message pouvait être interprété d'une façon différente. Et ils n'auront pas tort, les Romuliens développèrent alors l'oiseau de proie de classe Deridex, là où les Klingons, eux, mirent en place le classe Vorcha pour répondre à cette course à l'armement. Une fois le Helix Galaxy sorti des docks spatiaux, il fut décidé de mettre en chantier 12 vaisseaux de cette classe. Néanmoins, seulement 6 sortirent des chantiers dans un premier temps. En effet, les améliorations constantes et les nouvelles technologies implantées dans la classe Galaxy rendaient cette série de vaisseaux bien moins adaptables que les classes Constitution ou Ambassadeur. La première année, seulement 2 vaisseaux sortirent des docks, à savoir l'USS Enterprise D et l'USS Yamamoto. La guerre contre le Dominion. Les efforts pour construire une flotte entière de classe Galaxy étant trop importants, seulement 6 sortirent complets des chantiers spatiaux. Mais avec l'arrivée de la menace Borg, la Fédération relance dans l'urgence la construction. Cette mesure fut plus qu'utile, car la guerre contre le Dominion éclata. Il fallait donc mettre un maximum de vaisseaux en service pour répondre à un effort de guerre. De nombreux châssis spatiaux de classe Galaxy existants ont donc été équipés d'armes supplémentaires, d'un minimum de logement pour l'équipage, afin de réduire leur temps de construction, laissant des navires avec presque 65% de leur volume interne vide. De nombreux vaisseaux de classe Galaxy ont donc servi durant la guerre du Dominion, servant à chaque flotte d'avant-poste ou de croiseurs lourds en support. Le classe Galaxy ne présentait pas de révolution technologique particulière, mais était l'aboutissement de plusieurs technologies de Starfleet à ce jour. Une des seules innovations importantes était l'incorporation des civils aux membres d'équipage. Il s'agissait finalement d'une vraie petite ville spatiale. Il fallait donc un confort optimal, surtout sur des missions de 10 ans. Des vastes zones de loisirs comme des holodecks dernier cri ont été conçus, ainsi que des centres de récréation, de larges baies pour contempler la galaxie ou des bars et des commerces.
L'apport également de l'échec que fut le classe Ambassador est très important dans la stratégie des ingénieurs de Starfleet sur le classe Galaxy, notamment sur la conception de la structure dite du coup, qui était souvent trop fragile et était un point faible souvent utilisé par les ennemis de la Fédération. Le classe Galaxy était avant tout fait pour des longues missions d'exploration. Il est donc normal qu'on compte une bonne centaine de laboratoires qui permettaient au vaisseau d'être une réelle université à part entière. L'une des principales percées technologiques finalement du classe Galaxy, s'il ne doit y en avoir qu'une, est la simplification de la séparation du module soucoupe avec les nacelles. Alors que l'option de séparation était disponible dans un certain nombre de classes de vaisseaux précédentes, il était toujours nécessaire à ces vaisseaux d'utiliser des installations d'une base stellaire pour reconnecter les parties séparées du vaisseau. Le classe Galaxy était donc le premier vaisseau capable de se séparer et de se reconnecter à volonté, permettant à une grande partie de l'équipage d'échapper à des situations hostiles ou de mettre en place, dans des zones de conflit, des stratégies de bataille plus élaborées, sans compter le fameux yacht du capitaine, armé également. La section soucoupe pouvant aussi accueillir jusqu'à 15 000 personnes en cas de crise. Les vaisseaux de classe Galaxy ont continué à être produits au XXVe siècle, étant continuellement mis à niveau avec les technologies les plus avancées. L'Enterprise D. Niveau donné, l'Enterprise D a une longueur de 641 mètres pour une hauteur de 195, soit 2/3 de la tour Eiffel. Il a une largeur de 460 mètres pour 42 ponts, à peu près 42 étages. L'équipage se constitue de 1014 personnes, à savoir officiers, membres d'équipage et personnel civil, sachant qu'une partie de la soucoupe contient des espaces inutilisés pouvant être adaptés au fur et à mesure des rencontres dans l'espace lointain. L'Enterprise D a été construit aux chantiers spatiaux d'Utopia Planitia, en orbite autour de Mars. La construction a été supervisée par le commandeur Orfil Kenteros et le docteur Leigh Abrahams. Cette dernière a été en grande partie responsable de la conception du système de propulsion propre à l'Enterprise D. Certains des composants de l'Enterprise D étaient dérivés des technologies développées à l'origine, en grande partie sur l'USS Pegasus NCC 53-847. Notez aussi que les nacelles du vaisseau furent le lieu de nombreux drames, à savoir des suicides ou des meurtres, lors de la construction dans les chantiers spatiaux d'Utopia Planitia. L'Enterprise D fut ensuite envoyée à la station spatiale McKinley afin d'y finaliser l'installation de divers systèmes et pour y tenir des tests de vol. Le capitaine Jean-Luc Picard prit le commandement du navire à la date stellaire 4-11-24 sur l'ordre du contre-amiral Nora Stati. Mission de 7 ans. Durant ces 7 années d'existence, l'Enterprise D entra en contact avec un bon nombre de nouvelles races. On notera entre autres l'entité Q ou les Borg. D'ailleurs, suite à la première rencontre avec les Borg, le vaisseau sera renvoyé à la station spatiale McKinley pour des réparations importantes. Le vaisseau rencontrera aussi officiellement l'entité cristalline ou les Ferengi. Au cours de cette refonte, tous les dégâts furent réparés, les phaseurs furent mis à jour et un nouveau système fut installé dans la chambre de dilithium, rendant les moteurs encore plus performants. En 2368, lors de la guerre civile Klingon, Picard fut à la tête d'une flotte d'interposition avec le vaisseau pour aider au blocus près de la frontière Klingon-Romulienne. L'USS Enterprise faisait partie du dispositif de la grille de détection de tachyon, élaboré par Geordi Laforge pour y détecter des vaisseaux romuliens occultés. L'une des plus grandes découvertes de la Fédération fut faite aussi à bord de l'USS Enterprise D. Les travaux de Richard Galen y furent achevés, permettant ainsi le déchiffrage d'un message caché dans l'ADN des êtres vivants dans la galaxie. Ce message révéla qu'une ancienne race humanoïde avait essaimé leur ADN à travers la galaxie, ce qui signifiait que tous les humanoïdes dans notre galaxie avaient une origine commune. En 2370, le vaisseau se rendit à la base stellaire 84 afin de remplacer sa chambre intermix, ainsi que des conduits de transfert d'énergie. L'Enterprise D fut l'un des rares vaisseaux de la Fédération à utiliser un dispositif d'occultation, et surtout un dispositif d'occultation interphasique, lui permettant ainsi de passer à travers un astéroïde afin d'aller récupérer l'USS Pegasus, qui lui-même avait testé sans succès ce dispositif quelques années auparavant. Peu après, alors que l'Enterprise étudiait une comète sans itinéraire, le vaisseau trouva des archives provenant d'une civilisation perdue d'Arsay. Ces archives étaient piégées. Elle voulait voler l'ADN à bord du vaisseau pour recréer des artefacts de cette civilisation. En 2371, le vaisseau subit une nouvelle refonte majeure de son agencement. Sur la passerelle, les couleurs et l'éclairage furent modifiés.
Dans la partie supérieure arrière, il fut aussi rajouté 2 nouvelles consoles. Il y avait désormais 4 consoles scientifiques, 3 du côté tribord et 1 côté bâbord, 2 consoles des opérations, une console du contrôle de l'environnement et 2 consoles d'ingénierie sur l'arrière. 3 consoles des communications sur l'omb-bâbord et un siège fut rajouté à la console tactique. Les parties principales, où se trouvait le fauteuil du capitaine, du premier officier et autres, furent aussi légèrement rehaussées. Destruction. Plus tard, en 2371, l'Enterprise D fut détruit lors d'une attaque en orbite autour de Viridian 3 par un vaisseau Klingon renégat commandé par les sœurs Duras, Lursa et Betor, qui causèrent de graves dommages. Bien que la section secoue pût être séparée, préservant le reste du vaisseau, l'onde de choc de l'explosion la fit plonger dans l'atmosphère de la planète. Si d'ailleurs une vidéo sur les aventures entières et non canon de l'Enterprise D vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais là, la vidéo est déjà bien assez longue. L'Enterprise D est donc un vaisseau amiral de légende, avec 7 ans exceptionnels au compteur. Et il n'aura pas duré les 100 ans qu'il devait. Néanmoins, comme une météorite, son final fut grandiose et entraîna une révolution dans la construction des futures Enterprise. C'est tout pour ce journal de bord. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo pour convertir de nouveaux Trekkies. Si vous avez aimé, dites-le moi et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Fin du journal de bord.